Morning News. L'auteur qui a tenté d'assassiner le président de la transition est décédé. L'information a été donnée ce dimanche par le gouvernement malien. Nos invités ont donné leur point de vue sur les circonstances du décès du présumé assassin du président de la transition lors de notre édition spéciale. Vous aurez le décryptage dans ce journal. Aussi, nous ferons un tour au Soudan du Sud, là où les habitants de Djouba s'entraînent à cultiver des vivres pour lutter contre l'insécurité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme évoqué dans les titres, l'auteur de la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako est décédé. L'annonce a été faite ce dimanche soir dans un communiqué du gouvernement. Mais toutefois, le gouvernement rappelle la poursuite de l'enquête. Restons toujours dans le même cadre. L'agresseur du président Assimi Goïta est décédé, a annoncé le gouvernement malien ce dimanche soir dans un communiqué. Dans notre édition spéciale d'hier de la mi-journée sur l'affaire, nos invités ont donné leur point de vue sur les circonstances du décès et la suite des événements. L'agresseur du président Assimi, le suspect numéro 1 dans l'affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État, est mort. Quelques informations circulent déjà sur l'identité de l'auteur, mais il y a beaucoup de flou autour des circonstances de son décès. Et il m'est revenu qu'il s'appelle Alassane Touré, originaire de Nyono, né en 1991 et il habitait en commune 6, notamment Ilmadjou. Il n'a pas un travail fixe. Il n'a pas un travail fixe. On a besoin d'explications. Moi, pour terminer, j'étais au courant de la mort dimanche matin. Si je suis au courant de la mort dimanche matin, ça veut dire que d'autres étaient au courant bien avant. Est-ce qu'il n'est pas décédé la veille? Pourquoi on a attendu le lendemain? Ce sont des questions en tant que journaliste qu'on a le droit de se poser aujourd'hui. Donc, le communiqué du gouvernement n'a visiblement pas convaincu l'opinion selon les débatteurs reçus dans notre édition spéciale sur le sujet. Le communiqué du gouvernement de la République n'a peut-être pas convaincu beaucoup de gens. Vous avez vu tout à l'heure. Il y a des doutes, donc il faut les convaincre, il faut que le procureur s'exprime et qu'on ne cache rien. Peut-être que le gouvernement n'a d'ailleurs rien à cacher là-dessus. L'opinion publique, les internautes ont parfaitement raison de douter. Le doute est vraiment permis. Pour la suite des événements, nos invités s'inquiètent de l'hypothèse dans laquelle les informations laissées par l'agresseur seront utilisées à des fins politiques et répressives. Maintenant qu'il est mort, tout est possible. Si on veut chercher des poux dans la tête d'un opposant ou de quelqu'un supposé être tel, comme l'a dit Maître Marico, on va réunir des indices pour dire avant de mourir, le suspect a dit ceci, a dit cela. Donc sur la base des indices que le suspect a laissés, telle et telle autre personne sont ses complices. En matière de droit, l'enquête peut continuer quoique cette disparition peut impacter négativement sur la manifestation de la vérité, estime Maître Marico. C'est possible que l'enquête puisse continuer si déjà il y avait des indices donnés par l'auteur principal. Il faut aller maintenant exploiter ces indices parce qu'en droit, on ne peut pas dire que l'infraction est totalement éteinte si l'auteur avait des complices ou bien s'il y avait des co-auteurs. Même si l'auteur principal décède, les complices et les co-auteurs peuvent répondre de leurs actes. Bon, au début, ça peut avoir un impact sur la manifestation de la vérité. Mais je sais que de fil en aiguille, on saura ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Je sais que tôt ou tard, quelqu'un sortira de ce lot-là pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Cette disparition de l'agresseur du président fait déjà couler beaucoup d'encre. L'affaire prend ainsi une nouvelle tournure, sans nul doute inattendue. Le gouvernement malien a annoncé ce dimanche dans un communiqué le décès de l'auteur de la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta. L'information fait couler beaucoup d'encre. Les citoyens se prononcent là-dessus. Ils sont au micro de Haruna Saliakone. Certaines personnes soutiennent que c'est une mise en scène. Je ne suis pas d'avis avec eux. Ça ne peut pas être une mise en scène. Peut-être que Il se peut que les instigateurs du coup l'ont supprimé.
Nous savions qu'il était sous l'effet des substances psychotropes au moment de l'acte, mais pas une maladie particulière qui pouvait être la cause de son décès. Ce n'est pas clair. Personnellement, je soupçonne l'entourage du président lui-même. Alors, il est inexplicable aujourd'hui qu'on nous dise que l'agresseur a été décédé à une semaine peut-être de l'action. C'est inexplicable. Moi, je le situe à ce niveau. Soit le service de renseignement est défaillant, soit c'est un complot folklorique, je ne sais pas, au sommet de l'État pour essayer de victimiser le président. La mort de l'agresseur n'est pas une mort naturelle, quoi. Bon, si le gouvernement peut prendre une initiative de bien vouloir voir ça au plus clair, quoi, de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est très important. Parce que je pense que les autorités trompent l'opinion. Il se peut qu'il n'est même pas mort, ou ils l'ont caché. Je soupçonne nos autorités. Ils ne sont pas clairs dans ce qu'ils font. Non, l'acteur principal est mort, mais l'enquête n'est pas morte. Parce qu'il y a eu à faire des révélations, il a eu à se confesser. L'agresseur ne doit pas décéder. Parce que je pense que la personne qui était partie agresser le président n'est pas l'acteur principal de la chose. Il y a des gens qui sont derrière. Donc il fallait qu'ils parlent pour nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Voilà. Cette enquête est finie. Celui qui pouvait parler est mort. On ne connaîtra plus l'épilogue. La population est sortie massivement dans les rues de Bamako hier dans l'après-midi pour protester contre l'assassinat du jeune Abdoulaye Keïta, âgé de 19 ans. Notre reporter Adama Sanoko était sur les lieux. Suivant cette réaction de Yacouba Doumbia. Nous interpellons ici le ministre de la Sécurité intérieure, le directeur national de la police, le syndicat de la police, le procureur de la République, le procureur de la commune 4, Akim Kera. C'est un acte criminel. Ça mérite d'être jugé. On a su maintenant que le Mali n'est pas un pays de droit. Ce n'est pas la première fois qu'un citoyen malien tue par un policier. Le Kadikaï, le soi-disant policier est à Bamako en train de travailler. Ils ont tué devant la devanture de Mahmoud Digo. Dans la nuit du mercredi 21 juillet 2021, aux environs de 23h40, un contrôle de sécurité de la police nationale est soldé par le meurtre d'un jeune homme âgé de 19 ans. Suite à cette bavure policière de la Fiabougou, le directeur national général de la police rappelle ses agents à l'ordre. Le récit avec Abdoulaye Kounaté. L'incident s'était produit à la suite d'un refus d'obtempérer d'un groupe de jeunes roulant dans une voiture non dédouanée. Ce véhicule suspect avait été poursuivi par les agents de la police nationale, ce qui a causé de nombreux dégâts et morts s'en est suivi. Suite à cet incident, le directeur général de la police nationale, Souleymane Traoré, a, à travers une note de service, rappelé à ses agents la proscription de toute course-poursuite. Le rappel est pédagogique, a-t-on l'habitude de dire. Les agents de la police nationale se sont fait remonter les bretelles par le directeur général de la police nationale, Souleymane Traoré, qui a tenu à rappeler que toute course-poursuite est proscrite lors d'un contrôle routier ou d'identité, avant de préciser que cette règle ne suppose aucune dérogation. Conformément à la procédure, il est demandé aux fonctionnaires de police de relever la plaque d'immatriculation du contrevenant afin de pouvoir entamer des poursuites à son encontre. En effet, la Fiabougou, un quartier de la commune 4 de Bamako, dont le nom signifie littéralement en bambara « havre de tranquillité », n'était pas tranquille la semaine passée. Pour cause, un agent de la brigade anticriminalité BAC de la police nationale a tiré à bout portant sur un jeune homme âgé de 20 ans à la suite d'un contrôle de sécurité. Tout a commencé quand un groupe de jeunes circulant dans une voiture avait refusé d'obtempérer, provoquant ainsi des altercations avec les forces de l'ordre. Au dire des témoins, leur chauffeur avait pris la fuite après que le véhicule soit appréhendé par la police à la suite d'une course-poursuite. C'est alors qu'un jeune homme du nom de Abdoulaye Keïta, surnommé Thiam, est intervenu pour converser avec la police, ce qui a mal tourné et le jeune Thiam a subi le bout du sort. Au regard des faits, d'aucuns pourraient conclure qu'un mal engendrant un autre, le niveau d'instruction des agents de la police nationale est à revoir.
Entretien exclusif avec Sébastien Kouma et son coach Labas Diabaté depuis Tokyo au Japon dans le cadre des Jeux Olympiques 2020. Ils étaient reçus par Fabrice Nouziayovo. Donc je m'appelle Sébastien Kouma, je pratique la natation depuis l'âge de 4 ans. Très bien. J'habite à Dijon et je nage donc à Dijon. Oui, à Dijon en France, oui. Et je nage donc sous le club de Dijon, mais aussi bien sûr sous les couleurs maliennes. Alors représenter le Mali sur les Jeux Olympiques, qui sont la plus grande compétition mondiale, c'est un énorme honneur, une fierté immense, parce que c'est le rêve de tout sportif de participer à cette compétition. J'ai tout donné. J'ai effectué ici mon record sur ma course, le 100 mètres brasse. Donc je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs maliennes haut, tout du moins j'espère, pour le peuple. Effectivement, je ne passe pas les séries, le cap des séries, mais le point qui est positif et je pense qu'il faut retenir, c'est le nouveau record national, parce qu'en natation, on se bat contre le chrono et aussi contre les autres, mais là, en fait, le fait de ne pas passer le premier tour, on va dire, n'est pas dramatique dans la mesure où je suis dans la progression et c'est ce que je veux retenir et c'est de bon augure pour la suite. Ok, merci. Moi, Labas Diabaté, l'entraîneur de l'équipe nationale junior natation au Mali. Je suis également l'entraîneur du club garde national au Mali là-bas. Ok. Donc, je suis vraiment très ravi de vous recevoir ce soir. Bon, vous savez, dès qu'on est arrivé, bon, avec vraiment tous ces fatigues-là, donc on a essayé de prendre directement le rythme japonais. Donc, c'est-à-dire, on travaille deux séances par jour, ensuite une séance par jour, jusqu'au samedi. Voilà, pour ne pas trop fatiguer. Et puis, voilà, c'était un peu léger tantôt, et puis souvent, on appuie souvent sur l'accélération, quoi. Bon, moi personnellement, je suis très content de son parcours. Bon, il a vraiment bâti son propre record, quoi. Donc, c'est la satisfaction vraiment pour nous, quoi. L'image du jour nous conduit à la découverte du monument cinéaste de Burkina Faso. Les travaux de ce monument ont débuté en septembre 1986 et se sont terminés en février 1987. Son inauguration a eu lieu en mars 1987, 2 ans plus tard à l'occasion du 10e anniversaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est décidé l'érection d'un monument. En 1986 est publié le résultat du concours et la maquette de l'architecte Ali Fao et de l'urbaniste Ignace Sawadogo est retenue en raison de son originalité et pour son architecture futuriste. Ce monument symbolise les outils de travail des cinéastes, objectifs de caméra, bobines de film, zoom et téléobjectif. Le monument a été érigé dans le but de rendre hommage aux cinéastes. La libation organisée à chaque FESPACO, selon la tradition africaine au pied du monument, est une occasion d'honorer les ancêtres et de demander leur bénédiction. Une occasion également d'honorer ceux qui ne sont plus et qui ont œuvré positivement pour le cinéma africain. L'actualité internationale à présent avec Sokona Diakité. En Tunisie, le président Kais Saied, engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le principal parti parlementaire Ennahda, gèle les travaux du Parlement et prend en main le pouvoir exécutif après une journée de manifestation en pleine crise sanitaire. Première décision, le gel des fonctions du Parlement. La Constitution ne permet pas sa dissolution, mais elle permet le gel de ses activités. Deuxième décision, la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés. Troisième décision, le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République.
À Juba, des habitants s'entraînent à cultiver des cultures pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Des décennies de guerre civile au Soudan du Sud ont considérablement réduit la production agricole et rendu le pays dépendant de l'aide alimentaire. Une mission conjointe des Nations Unies a créé des parcelles de démonstration agricole dans la capitale de Juba, dans le but d'enseigner aux habitants comment réussir à cultiver leur propre nourriture en utilisant les pratiques agricoles contemporaines. La Chine face au typhon Infa qui frappe l'est du pays. Les sauveteurs ont transporté des personnes par bateau des zones inondées de la province du Zhejiang et d'autres dans la province du Jiangsu. Elles ont été évacuées vers des abris temporaires. Infa a touché terre pour la deuxième fois dans la matinée dans la zone côtière du Pinghu, selon l'administration météorologique chinoise. Le typhon, le 6e de cette année, a d'abord touché la ville de Zhoushan, un port majeur de la province côtière du Zhejiang, à 12h30. Panafricaine des femmes, toute cette semaine, Joliba TV News va célébrer la femme malienne dans divers domaines d'activité. Ce matin, nous parlerons d'Ami Yerewolo, une jeune et bourrée de talent, Ami Yerewolo ou encore Dinfari pour ses fans, a su s'imposer comme la première femme rappeuse au Mali. À travers son inspiration et son amour pour le micro, elle a concurrencé le flot des rappeurs. Malgré sa licence en finance et comptabilité, la rappeuse a opté pour le rap. Luka Production. Moi, je ne m'attendais pas à être rappeuse parce que je ne viens pas d'une famille où on fait de la musique. Mais bon, je me suis retrouvée dans ça et j'ai jamais pris de cours de rap. J'ai jamais été voir quelqu'un pour écrire un texte. Elle n'a pas eu de parents qui ont fait de la musique sa profession. Petit à petit, Dinfari s'est vue devenir une superstar. Depuis au lycée, je faisais des freestyles au lycée, mais ça, c'était pas encore sérieux. C'est vers 2009 que j'ai pris ça au sérieux et mon premier album, il est sorti en 2014. Donc, et depuis la sortie de mon premier album, je me suis dit, je pense que ça, c'est ma destinée, c'est pour ça que je suis là sur Terre et je suis faite pour ça. J'ai été critiquée, indexée, insultée, sabotée, rabaissée, parfois même dégueulasse. Au Mali, les femmes rappeuses sont vues d'un mauvais œil. Cette société ne tolère pas certains comportements à l'endroit de la femme. Je suis venue dans ce secteur. Nous, les femmes, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains spectacles. On essaye de ne pas nous programmer. Parfois, certains nous ridiculisent et certaines personnes profitent même de l'aspect physique qu'on représente. Par exemple, moi, la façade que je représente, certaines personnes profitent juste de cette façade-là pour nous détester. Un des combats menés par la pionnière du rap malien a été et demeure la défense de la cause des femmes rappeuses. Ami Yerewolo se bat nuit et jour pour que les jeunes filles qui sont dans la rue, qui sont comme elle, qui ont la même passion qu'elle, puissent vivre dignement de leur acte, qu'elles ne soient plus obligées de quitter la famille pour pouvoir faire leur passion. Après le travail, il faut donc s'attendre toujours à une récompense. Avec ses 10 ans de carrière, Ami Yerewolo a déjà aligné plusieurs prix. Bon, j'ai eu la chance d'avoir certaines reconnaissances, bien sûr, avec surtout les femmes qui sont au niveau de la presse du Mali, qui m'ont décerné un trophée femme battante de l'année. Ça, c'était en 2017. J'ai été meilleure rappeuse du Mali, j'ai été meilleure artiste féminine du Mali. Et donc, j'ai eu beaucoup de trophées. Et Moussoya aussi, avec ma marraine, Madame Koumbaba, m'a aussi décerné un trophée. Tout ne semble pas rose chez la rappeuse. Malgré son succès, elle est critiquée au quotidien à cause de son style vestimentaire. Au Mali, quand vous allez demander aux gens, c'est qui Ami Yerewolo? On va juste vous dire, ah, c'est une rappeuse et puis elle s'habille en garçon manqué, point. Les gens pensent que non, juste parce que je m'habille en garçon manqué, je suis une délinquante, je suis une moins que rien. Alors que Ami Yerewolo a 10 ans de carrière, Ami Yerewolo a 2 albums au marché. Ami Yerewolo est parti représenter dignement le Mali plusieurs fois dans la sous-région, à l'international. En dépit de ces critiques, il faut aussi ajouter les difficultés de la vie qui n'épargnent personne. Et je me suis toujours battue pour payer mes loyers, payer à manger, avoir tout ce que... Et je me suis toujours battue pour ne pas que
on dise Ami Yaraolo, elle a commencé hier, elle a arrêté aujourd'hui. Même si je n'avais pas les moyens d'aller au studio, je travaillais à côté parallèlement. Je faisais des petits jobs pour pouvoir payer mes séances studio, pour pouvoir faire mes vidéoclips, pour pouvoir être là où les autres artistes sont. Les difficultés, il y en a toujours. Pour la défense de la cause des rappeuses, Ami Yaraolo reste déterminée. Raison pour laquelle elle a initié le festival Le Mali a des rappeuses qui est à sa 4e édition. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui me fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Joliba TV News. Joliba Morning News.